Bonjour les CM2, aujourd'hui on continue, toujours dans le thème la France des guerres mondiales à l'Union européenne, avec une 6e séance sur la destruction des Juifs d'Europe. Alors brièvement, la semaine dernière nous avons vu le cadre militaire et diplomatique de la Seconde Guerre mondiale, donc avec les forces en présence, les terrains de combat, et on avait deux périodes qui se distinguaient sur cette Seconde Guerre mondiale, à savoir une offensive donc, de l'Axe avec l'Allemagne et le Japon, et à partir de 1942 et surtout 1943 avec l'entrée en guerre des États-Unis, une série de revers de l'Allemagne et du Japon, donc avec la capitulation japonaise à la fin. Donc aujourd'hui, il est vraiment question là de voir la logique d'Hitler sur la volonté de détruire tous les juifs d'Europe. Ça n'a pas une séance très très gaie, mais bon. Les consignes donc, sont toujours les mêmes. Vous allez étudier le document. Demandez-vous à chaque fois quel est le type de document et ce qu'il représente. Répondez aux questions oralement et la correction arrivera juste après. Donc faites des pauses pour avoir le temps de réfléchir et de répondre aux questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à me poser une question si vous avez besoin. Bonne séance. Donc, la question, comme je vous le disais, c'est comment est exécutée la volonté d'Hitler de détruire tous les juifs d'Europe. Alors, première étape, hop, je vous laisse observer ce document. Donc, quel est ce type de document et que représente-t-il? Et qu'observes-tu? Petite pause et j'y réponds. Donc, il s'agit d'une photographie représentant l'arrestation des Juifs à Varsovie. Donc, à Varsovie, qui est une ville de Pologne, en 1943, au printemps plus précisément. Donc, on peut observer des civils, mais aussi, alors d'abord, des soldats, les SS, qui ont des armes. Ils semblent arrêter des personnes. Donc ces personnes, par contre, donc on voit principalement des femmes et des enfants. Il y a aussi des hommes. Ces personnes sont sans armes. On voit aussi que certains ont des affaires avec eux, comme des baluchons, des sacs, comme s'ils devaient partir quelque part. Alors l'impression que ça nous donne, c'est que on a l'impression qu'ils sont effrayés. Déjà on le comprend facilement, on voit que la foule déjà est sous la menace des armes, ici, avec il y a 2 soldats, là il y a 3 soldats, il y a d'autres soldats aussi qui sont en arrière-plan. Ils sortent d'une maison en levant les mains, et les hommes et les femmes, enfin les femmes, les hommes et les enfants qui sont sortis des maisons sont, comme je vous disais, sont désarmés et ont l'air effrayés. On a l'impression et on peut deviner qu'ils ne savent pas ce qu'il va se passer. Donc ils ont assez peur. Donc là au premier plan, nous avons un enfant qui lève les bras. Donc c'est un jeune garçon qui a l'air très fragile. Il a un regard très triste. Il est debout, tétanisé par la crainte en raison du fusil mitrailleur qui est braqué sur lui. Donc il lève les bras comme la femme qui est à côté. Alors on ne sait pas, peut-être que c'est sa maman. C'est une hypothèse. Donc comme je vous disais, cette scène, elle s'est passée en Pologne en 1943, donc pendant la guerre. Et je vais vous expliquer pourquoi dans un... je me suis enregistrée, j'ai lu un texte et je vous explique les raisons les conditions de cette photo, enfin quand est-ce que cette photo a été prise. Cette photo a été prise par un soldat nazi, un SS, à Varsovie, en Pologne, au printemps 1943. Cette photo montre des juifs arrêtés et menacés par l'armée nazie. La Pologne, à cette époque, est entièrement occupée par les nazis.
Du reste, le pays n'existe plus, il est devenu allemand. Alors, les armées nazies peuvent y faire tout ce qu'elles veulent, et notamment persécuter les juifs. Vous vous souvenez que pour les nazis, il y a une race supérieure et une seule, les Aryens. Tous les autres doivent devenir esclaves ou mourir. Mais il y a un peuple qui, à leurs yeux, mérite un sort particulier, ce sont les juifs. Hitler les déteste et les nazis aussi. Ils vont subir une des pires expériences que l'humanité ait jamais connues. Dans certaines villes occupées par les Allemands pendant la guerre, les nazis organisent des ghettos, c'est-à-dire qu'ils enferment dans un petit quartier de la ville toute la population juive. Les conditions de vie y sont terribles. Les gens n'ont pas le droit de sortir et se nourrir est très difficile. Beaucoup meurent de faim ou de maladie. Les habitants du ghetto de Varsovie, que nous voyons ici, se révoltent en 1943. Ils composent même une chanson pour se donner du courage. Le chant des partisans du ghetto de Varsovie, que je vous propose d'écouter dans le silence, rien qu'en regardant la photographie. La chanson dit notamment « Ce chant n'a pas été écrit avec un crayon, mais avec du sang. Ce n'est pas le chant d'un oiseau en liberté. Un peuple entouré de murs qui s'écroulent l'a chanté, pistolet à la main. » Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau qui navigue. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir pêchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. En effet, les gens n'en peuvent plus et la situation est devenue tellement tragique que les habitants décident de se libérer. La répression de cette révolte va être terrible. C'est de cette répression que témoignent les photographies. Réalisées sur place par le SS, elles rendent compte d'une arrestation décidée et effectuée après la révolte. En effet, celui qui prend la photographie ne veut pas du tout témoigner de l'horreur de ce qui se passe. Au contraire même, il fait son travail de photographe de l'armée nazie. Il montre ainsi à ses responsables que l'arrestation des Juifs s'est bien déroulée, et aussi que les nazis dominent, comme des surhommes, toutes les populations, et notamment les Juifs. Et pourtant, c'est tout autre chose qu'il montre pour nous, aujourd'hui. C'est l'image d'un petit garçon terrorisé, avec une casquette trop grande sur la tête, perdu dans l'agitation que l'on devine, seul, isolé, sans parents à ses côtés. Et puis, ce que montre aussi cette image, ce sont ces populations civiles, désarmées, ces femmes, ces enfants inoffensifs qui sont victimes de la violence brutale des nazis. Les personnes que vous voyez
être arrêtées ici seront toutes déportées dans des camps de concentration et d'extermination. Elles seront tuées par les nazis. En tout, près de 6 millions de juifs seront tués pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les camps, lors des arrestations ou au cours de massacres, dans les bois, les forêts, sur les routes. Partout en Europe, les juifs devaient se cacher pour échapper aux soldats allemands. Et avec eux, dans les camps, se trouvent aussi des tziganes, des homosexuels, des opposants à Hitler de toutes sortes. C'est cette volonté d'exterminer que nous allons voir à présent. Document 2 et document 3. Donc pour le document 2, quel est ce type de document et que représente-t-il? Quels sont les mots qui montrent que pour Hitler, les juifs ne sont pas des êtres humains? Quel mot d'Hitler signifie sa volonté d'exterminer tous les juifs? Document 3. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Quelles sont toutes les interdictions faites aux juifs en 1942? Et explique la dernière phrase de ce texte. On va lire les textes ensemble et après vous ferez une pause pour pouvoir y répondre. Donc le document 2. Le résultat de cette guerre sera l'anéantissement, Vernichtung, des Juifs. Le Juif est l'asticot d'un corps en corruption, pire que la peste noire d'autrefois. C'est l'éternel champignon diviseur de l'humanité, le frelon fainéant qui s'introduit chez les autres, l'araignée qui suce lentement le sang des peuples, une bande de rats qui se combattent jusqu'au sang, le parasite dans le corps des autres peuples, le parasite typique, un pic-assiette qui va se multipliant comme un microbe nuisible, la sangsue éternelle, le parasite des peuples, le vampire des peuples. Document 3. Les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Les Juifs doivent rendre leur vélo. Les Juifs n'ont pas le droit de prendre le tram. Les Juifs n'ont pas le droit de circuler en autobus, ni même dans une voiture particulière. Les Juifs ne peuvent faire leurs courses que de 3h à 5h. Les Juifs ne peuvent aller que chez un coiffeur juif. Les Juifs n'ont pas le droit de fréquenter les théâtres, les cinémas. Les Juifs n'ont pas le droit d'aller à la piscine ou de jouer au tennis. Les Juifs n'ont pas le droit d'entrer chez les chrétiens. Les Juifs doivent fréquenter les écoles juives, et ainsi de suite. Jacques me disait toujours « Je n'ose plus rien faire, j'ai peur que ce soit interdit ». On va prendre un petit temps pour répondre à ces 6 questions. Donc, question 1 à 3 pour le document 2 et question 4 à 6 pour le document 3. Et j'y réponds juste après. Bien, donc le premier document, le document 2, est un discours d'Hitler qui est déjà au pouvoir, donc le 30 janvier 1942. Alors c'est un extrait de discours plus précisément. Alors de nombreux mots montrent la haine d'Hitler pour les Juifs. Alors il y a le mot asticot, donc il compare les Juifs. Pour les Juifs, ce ne sont pas des êtres humains. Il nomme tous les Juifs. Il nomme les Juifs par des mots comme asticot, champignon, araignée, frelon, rat, parasite, microbe, sangsue, vampire. Donc là, tous ces mots, ce qui est assez violent, montrent donc, selon Hitler, les Juifs ne sont même pas considérés, selon lui, comme des êtres humains. Donc comme je vous disais, les textes d'Hitler, donc celui-ci, mais aussi les autres, que vous aurez sûrement l'occasion de lire dans votre scolarité plus tard, il y a une extrême violence des termes concernant les Juifs. Et très tôt, donc dès dans ses premiers discours, lorsqu'il harangue les clients des brasseries à Munich, donc juste après la guerre à ce moment-là, Hitler, mais aussi avec lui toute l'extrême droite qui est derrière lui, s'en prend aux Juifs qu'il juge responsables de la défaite contre les Alliés et du traité de Versailles. Rappelez-vous, les Allemands qui perçoivent le traité de Versailles comme un diktat. Pour Hitler, en plus, c'est de la faute des Juifs, cette défaite. Donc sa haine est totale. Et dans son livre qu'il a écrit en prison, donc en 1925, il a écrit un livre qui s'appelle Mein Kampf, donc Mon combat. Il ne cesse d'utiliser à l'égard des Juifs des termes et des dénominations dépréciatifs et très humiliants.
Donc Mein Kampf est un livre qui est interdit à la vente aujourd'hui. On a des extraits, mais il ne vaut mieux pas essayer de l'acheter, on va dire. Il faut savoir juste, alors, dans le contexte, les enfants, le 30 janvier 1942, c'est 10 jours après une conférence qui est importante dans la Seconde Guerre mondiale. Enfin, vous n'êtes pas obligé de connaître la date, mais c'est la conférence de Wannsee, qui, à ce moment-là, donc, fixe les conditions de ce que les nazis appelleront la solution finale. Donc, c'est-à-dire vraiment l'extermination, l'anéantissement de tous les juifs d'Europe. Voilà. Donc, voilà, la conférence de Wannsee, donc, qui a lieu 10 jours plus tôt. Le mot qui montre la volonté d'Hitler d'exterminer les juifs, donc en allemand Vernichtung, mais donc en français l'anéantissement. Donc ce n'est pas seulement que de tuer les juifs, c'est vraiment tout ce qui se rapporte à eux aussi. Les photos, les livres, les documents, voilà. Vraiment cette volonté, anéantir, exterminer, donc plus rien, il ne reste plus rien des juifs en Europe. Alors, le troisième document, le document 3, donc, est un extrait du journal d'Anne Frank. Alors, Anne Frank a été présenté par Samuel en début d'année parce qu'il l'a lu. Je vais vous montrer une petite vidéo pour vous parler d'Anne Frank, qui était-elle, et je vous montrerai aussi ensuite un livre que j'avais acheté pour vous à Amsterdam. Donc là, il s'agit donc d'un extrait de son journal, donc elle a tenu pendant la Seconde Guerre mondiale quand elle était cachée. Et il parle donc de tout ce que les Juifs ne doivent pas faire, et ce qu'ils doivent faire, à savoir donc porter l'étoile jaune. Donc vraiment l'étoile jaune, un signe distinctif pour reconnaître les Juifs des autres personnes. Alors les interdictions, elles sont très nombreuses, c'est tout le texte pratiquement, ce qu'ils ne doivent pas faire. Ils n'ont pas le droit donc de prendre les transports en commun, ils n'ont pas le droit non plus donc ni en tram ni en autobus, n'ont pas le droit d'avoir leur propre voiture, ils ont des horaires stricts pour aller faire leurs courses, ils ne peuvent pas aller chez un coiffeur qui n'est pas juif. Donc dites-vous, il y a des coiffeurs, donc il y a marqué il y a marqué juif interdit. Donc interdiction aux juifs. Pareil pour les théâtres, on parle d'aller au théâtre, on parle d'aller au cinéma, en fait on a l'impression qu'ils ont un peu le droit de rien faire. Voilà. Donc rendez-vous compte les enfants, c'est quand même parce qu'ils ont une religion différente. Alors c'est pas Hitler qui a inventé l'antisémitisme, il existait avant, mais parce que certaines personnes ont une religion, elles sont complètement exclues de la société. Et Hitler a été plus loin en voulant les exterminer. Alors, Jacques me disait toujours, je n'ose plus rien faire, j'ai peur que ce soit interdit. Donc Jacques, dans le texte, c'est une amie d'Anne Frank. Il s'agit de Jacqueline, donc qui était juive aussi. On peut la comprendre dans le sens où, pour elle, en fait, même se demander si elle pouvait marcher dehors était autorisé. C'est-à-dire qu'on peut plus. Elle se demande s'il y a tellement d'interdictions, pour les juifs, elle se demande si elle est si elle peut faire, si elle a le droit de faire quoi que ce soit en fait. Voilà. Donc juste après, je vous montre une vidéo d'un jour une question pour vous représenter Anne Frank. Et après, je vous montrerai aussi un livre. Donc je montrerai aux CM2 qui reviennent à l'école. Mais voilà, bref. Donc bon visionnage. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. Qui était Anne Frank? Anne Frank était une adolescente juive de 13 ans. D'origine allemande, elle s'est cachée à Amsterdam, aux Pays-Bas, pendant la Seconde Guerre mondiale pour échapper aux nazis. Pendant les 2 ans où Anne Frank a vécu enfermée, elle a écrit un journal intime. Ce journal a été publié après la guerre et été vendu à 27 millions d'exemplaires dans le monde. Qu'est-ce qu'Anne Frank racontait dans ce journal? En 1942, les Juifs sont pourchassés par les armées d'Hitler, le chef des nazis. La famille d'Anne Frank décide alors de se cacher pour sauver sa vie. Il s'installe dans une partie de l'usine du père avec une autre famille juive. Les employés qui ont accepté de les aider
utilise une porte secrète pour leur apporter de la nourriture. Dans son journal intime, Anne raconte son quotidien. Il devient un confident qui l'aide à supporter ses conditions de vie difficiles. Elle passe ses journées dans l'obscurité, sans faire de bruit, pour ne pas se faire repérer. Anne écrit. La chose la plus merveilleuse, c'est que je peux écrire tout ce que je ressens. Sans cela, j'étoufferais. Mais en 1944, quelqu'un les dénonce aux nazis et ils sont envoyés dans des camps de concentration. Anne y meurt d'une grave maladie en mars 1945, à l'âge de 15 ans. Quand son père, seul rescapé des camps, rentre chez lui, il récupère le journal d'Anne et le fait publier pour rendre hommage à sa fille. Aujourd'hui, le livre d'Anne Frank est un témoignage très important pour ne pas oublier ce qu'il s'est passé et éviter qu'un tel drame se reproduise. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Donc voici le livre Tout sur Anne, dont je vous avais brièvement parlé cette année, quand Samuel nous avait présenté Anne Frank. Donc l'été dernier, j'étais partie à Amsterdam et j'ai eu la chance donc d'aller voir la maison Anne Frank. Et donc d'aller dans cette... donc c'est devenu un musée, hein, de visiter l'endroit où se cachait Anne Frank et sa famille, ainsi que les autres familles qui étaient avec eux. Donc ce livre, bon, malheureusement, je peux pas vous le montrer en vrai. Enfin, peut-être que je pourrais pour ceux qui reviennent à l'école, hein. Mais voilà, donc il parle de la vie d'Anne Frank, mais pas seulement, il parle aussi donc, de la guerre, des conditions dans lesquelles vivaient les Juifs, de leur interdiction, tout ce qu'on vient de voir, hein, à propos de, à l'instant, hein, sur le discours d'Hitler et sur ce qu'Anne Frank disait à propos des Juifs. Donc voilà, donc ce document regorge de plein de documents aussi historiques, avec des photographies, on a des cartes. Bon là on a le fameux journal Kitty, hein, d'Anne Frank. Voilà. Ici, regardez, là, elle en parle dans son texte, elle parle de Jacqueline, son amie. Donc là, il est dit, par exemple, que les cinémas étaient interdits aux Juifs, donc elle et son amie s'amusaient à fabriquer des petits coupons, des tickets pour aller pour faire des projections, mais en famille. Voilà. Donc voilà, donc il y a pas, enfin, il est super joli ce livre. Donc voilà, je vous montre comme ça, mais bon, c'est un peu triste, mais voilà. Bon écoutez, j'essaierai de vous montrer en classe pour ceux qui reviennent en tout cas. Document 4. Quel est ce type de document? Que représente-t-il? Pourquoi les parents de Saul quittent leur pays? Pourquoi demandent-ils à une école catholique de s'occuper de leur fils Saul? Et que craignent-ils? On lit le texte ensemble. Alors, la capture d'écran n'a pas été folichonne. Allez, c'est parti. Fuir Prague pour la France. Le 12 mars 1939, il était évident que la Tchécoslovaquie serait envahie d'un moment à l'autre par les Allemands. Le bruit des moteurs qui, peu après, recouvrit la ville ne me réveilla pas. Le matin, on ne voyait plus que des uniformes allemands dans les rues. Depuis que les Allemands étaient là, je n'étais plus à l'école. La raison véritable de notre départ me fut cachée. Nous quittions Prague parce que les Allemands avaient occupé la Tchécoslovaquie et parce que nous étions tchèques. Le statut de juif, nous l'emportions avec nous. Cacher son enfant. Lettre de la maman de Saul à la directrice d'une école catholique en France. Dans mon désespoir, je m'adresse à vous car j'ai appris que vous aviez pitié de nous et que vous compreniez ce qui nous advenait. Nous avons réussi, pour l'instant du moins, à sauver notre garçon. Je vous en supplie, chère madame, acceptez de vous occuper de notre enfant et de lui assurer votre protection jusqu'à la fin de cette terrible guerre. Je ne sais pas comment il pourrait être le plus sûrement sauvegardé, mais j'ai la plus totale confiance en votre bonté et en votre compréhension. Dernière lettre de la maman de Saul envoyée à la directrice, après son arrestation et celle de son mari. Madame, je vous écris dans le train qui nous emmène en Allemagne. Acceptez pour la dernière fois nos remerciements infinis et nos vœux les plus chaleureux pour vous et votre famille tout entière. N'abandonnez pas le petit. Que Dieu vous récompense et qu'il vous bénisse votre famille tout entière. Élie et Jeanne Friedlander. Donc, fais une petite pause pour répondre aux questions. Et j'y réponds juste après.
Donc tout d'abord, Saul Friedlander est un des plus grands historiens actuels de la Shoah. Donc la Shoah qui désigne donc l'extermination des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a relaté son expérience personnelle et ses souvenirs donc, dans ce livre qui apparaît sur cette page, donc Quand vient le souvenir. Il paraît la première fois en 1978. Donc Saul Friedlander est d'une famille juive pragoise, qui vivait à Prague, en Tchécoslovaquie. Donc là, la Tchécoslovaquie, on l'a vu à la fin de la Première Guerre mondiale, c'est un des pays qui est créé. Donc c'est une des conséquences de la Grande Guerre. Après l'invasion de la Tchécoslovaquie, les troupes allemandes en mars 1939, donc avant le déclenchement de la guerre, les juifs tchèques n'ont plus le droit de vivre comme avant, et les enfants n'ont plus le droit d'aller à l'école. Donc la discrimination et les persécutions contre les juifs commencent par des choses toutes simples, comme l'interdiction d'accéder au jardin, d'aller dans tel ou tel magasin, avec telle ou telle profession, comme on l'a vu avec Anne Frank, ou voire même donc à l'école, comme ce fut le cas en Tchécoslovaquie en 1939. Et craignant donc la violence antisémite, les parents de Saul se sentent en danger et ils décident de quitter Prague. Donc, après un périple qui les mène à Paris, puis dans une ville thermale du centre de la France, donc à Néry-les-Bains, la famille tente de se cacher au mieux. Mais les taux se resserrent et les parents finissent par comprendre que l'arrestation est proche. Et ils décident de sauver leur fils en le confiant à une institution catholique. Et qui exigera aussi, il faut le savoir, de le convertir au catholicisme, ce que les parents accepteront, trop soucieux de le sauver. Donc c'est cet itinéraire qui décrivent ces extraits. Donc on voit là vraiment le sacrifice des parents qui décident de se séparer de leur enfant unique. Et aussi, il y a une sorte d'un drame qui est représenté, le drame de cette famille, pour Saul. Donc, les parents donc, de Saul quittent le pays car ils craignent l'antisémitisme des autorités allemandes qui ont envahi le pays. Ils ont peur pour eux et pour leur famille, notamment donc, pour leur fils unique. Les parents de Saul savent que, donc je réponds aux questions, une deuxième question, les parents de Saul savent que les juifs sont recherchés. Donc si leur enfant unique est placé dans une école catholique, ils espèrent qu'il y sera à l'abri, et donc comme ça qu'il sera sauvé. Et enfin, donc, ils craignent aussi qu'en restant avec leur fils, leur fils soit arrêté et déporté. Donc, le document 5. Quels sont ces types de documents? Que représentent-ils? Décrit le premier document. En quoi la mesure écrite sur la pancarte est contraire à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Lis le deuxième document, ça va le faire ensemble. Qu'a pu dire le gardien à la maîtresse? Qu'ont pu dire les écoliers à la maîtresse? Et qu'a pu penser Robert en jouant au caillou? Nous lisons le texte ensemble. Depuis la veille, le port de l'étoile jaune était obligatoire pour les juifs dès l'âge de 6 ans, et nous en avions presque 11. Mais la veille, c'était un dimanche, et c'est seulement le lundi matin, pour aller à l'école, que nous sommes sortis pour la première fois avec l'étoile cousue sur la veste. Une maîtresse, dont j'ai oublié le nom, celle que j'avais eue l'année précédente en CM1, emmena un après-midi la classe de M. Pellors en promenade au square choisi. Dès notre arrivée, un des gardiens du square, m'ayant aperçu, alla dire quelques mots à la maîtresse en me désignant du doigt. On m'expliqua en me prenant par l'épaule qu'en raison de mon étoile, l'accès du square m'était interdit. La maîtresse, ne voulant pas priver mes camarades de cette sortie, me demanda d'attendre à l'extérieur du square, devant la grille, tout près de l'entrée, afin qu'elle puisse tout de même me surveiller. Puisqu'elle était responsable de toute la classe, elle ne pouvait pas me laisser rentrer tout seul chez moi. Et puis, de toute façon, il fallait bien que je repasse à l'école pour reprendre mon cartable. Seul, face à l'avenue, le dos appuyé à la grille,
Je jouais avec des petits cailloux que je ramassais juste derrière moi. Je n'avais qu'à tendre le bras. Robert Bobé, Bergenbeck et Beck, en 1999. Petite pause et réponds au document. Document 6. Donc, quel est ce type de document et que représente-t-il? Que devaient faire les Juifs durant la guerre? Et comment Maurice Zelti a-t-il vécu le fait de porter l'étoile jaune? Quelle a été la réaction de ses camarades envers ceux qui portaient l'étoile jaune? En 1939, en 1940, la France est envahie, la France est envahie par les Allemands, bien sûr, et puis il commence à y avoir des restrictions. Il y a un régime, si vous voulez, de Vichy. Vichy, c'était le maréchal Pétain qui avait organisé le gouvernement provisoire, ou le gouvernement de la France sous l'occupation. Et puis, les sévices ont commencé à se faire. C'est-à-dire que on a commencé à dire à dire aux Juifs qu'il fallait aller se déclarer dans les mairies pour dire qu'on était Juifs. Et là, à partir de ce moment-là, on nous a mis une étoile sur la poitrine. C'est-à-dire, nous a mis une étoile sur la poitrine, et il a fallu la coudre, il a fallu la mettre. J'en ai une grande, alors vous verrez mieux de loin. Voilà, on nous a mis ça sur la poitrine. Vous voyez? Je ne sais pas si vous en avez déjà vu au cinéma, ça se voit quelquefois. Hein? Oui, alors on nous a mis ça sur la poitrine, ça fait qu'on a vu qu'on était juifs. Et puis elle me dit, bon, à l'école. Oh, je lui dis aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'école, et pour leur montrer mon étoile, c'est pas que j'avais honte, mais c'est pas l'habitude, quoi. Je savais même pas qui aurait une étoile ou pas, parce que je savais pas qu'un tel était juif, ou l'autre catholique, ou l'autre. Pour moi, on était tous des enfants à jouer ensemble. C'est tout ce qui m'importait. Et puis, je vais à l'école. Et alors, manque de chance pour moi, c'est que les autres familles juives ont empêché leurs enfants d'aller à l'école, pour beaucoup. Alors, on s'est retrouvés, peut-être 4 ou 5, avec l'étoile. Et ça, c'était dans la rue Neuf-Saint-Pierre, avant la rentrée. On était toujours regroupés dans la rue, parce que la rue nous appartenait, là. Et on jouait habituellement, et puis là, ça a fait une bagarre générale. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on est devenus des parias, on est devenus des juifs, voilà. Donc fais une petite pause et je répondrai aux questions juste après. Donc là, il s'agit ici d'un extrait vidéo représentant donc le témoignage d'un ancien déporté, à savoir Maurice Zelti. Donc vous l'aurez compris, donc il s'adresse aux enfants, il est intervenu dans des écoles pour parler pour témoigner, pour parler de ses souvenirs, de ce qui lui est arrivé en tant qu'enfant juif. Il explique que l'on est censé les juifs étaient censés porter l'étoile jaune, et que alors lui n'avait pas c'était pas une certaine honte, mais qu'il n'avait pas l'habitude, et il y a quelque chose aussi où c'est stigmatisant. Donc c'est ce qu'il essaye de dire, le fait du jour au lendemain devoir montrer qu'on est juif, alors que en tant qu'enfant, peu importe la religion, ils étaient tous des enfants dans une même classe, à être camarades. J'ai envie de dire comme aujourd'hui en fait, hein, comme la France est un pays laïque, et on insiste beaucoup sur ça maintenant. Alors la réaction des camarades, elle est assez, elle est excluante, d'accord. Donc les quelques enfants donc qui ont été à l'école ce jour-là, ont été stigmatisés et exclus parce qu'ils étaient juifs. Document 7. Quel est ce type de document et que représente-t-il? Lis ce document. Ce texte témoigne de la situation dans les camps de concentration à la fin de la guerre.
Donc, il faut savoir, le 27 janvier, les camps sont libérés par les Russes. Choisis 2 mots du texte qui expriment cette situation et essaye d'expliquer donc avec tes mots pourquoi tu les as choisis. Et je vous montrerai ensuite une vidéo sur Primo Levi. On lit le texte ensemble. Donc Primo Levi, déporté d'Italie en 1944 au camp de Birkenau-Auschwitz, raconte que le 24 janvier 1945, les déportés se rendent compte que les Allemands ont quitté le camp. 24 janvier. La liberté. À bien y réfléchir, cela voulait dire plus d'Allemands, plus de sélection, plus de travail, ni de coups, ni d'appels, et peut-être après le retour. Autour de nous, tout n'était que mort et destruction. Face à notre fenêtre, les cadavres s'amoncelaient désormais au-dessus de la fosse. En dépit des pommes de terre, nous étions tous dans un état d'extrême faiblesse. Dans le camp, aucun malade ne guérissait. Ceux qui n'étaient pas en état de bouger, ou qui n'en avaient pas l'énergie, restaient étendus sur leurs couchettes, engourdis et rigides de froid. Et quand ils mouraient, personne ne s'en apercevait. Les autres étaient tous effroyablement affaiblis. 25 janvier. Dehors, c'est toujours le grand silence. Nous nous répétions l'un l'autre que les Russes n'allaient pas tarder à arriver, qu'ils seraient là demain. Tout le monde le proclamait bien haut. Tout le monde en était sûr, mais personne ne parvenait à se pénétrer sereinement de cette idée. 27 janvier. Les Russes arrivèrent, alors que Charles et moi étions en train de transporter Somogyi, à quelque distance de là. Il était très léger. Nous renversâmes le brancard sur la neige grise. Charles ôta son calot. Je regrettais de ne pas en avoir un. Donc petite pause, réponds aux questions, et j'y réponds juste après. Ici, il s'agit d'un extrait du livre, donc de l'autobiographie écrite par Primo Levi, Si c'est un homme, et pas si c'était. J'ai oublié de changer la coquille mince. Donc, l'extrait relate les jours juste avant le moment où les Russes vont libérer les camps de concentration et d'extermination. Donc, ces camps étaient tous en Pologne. Donc, un des plus célèbres est le camp de concentration d'Auschwitz, Birkenau-Auschwitz. Il y en avait d'autres, et tous étaient donc implantés en Pologne. Alors, il y avait aussi des camps de travail qui étaient un petit peu partout sur le territoire du Troisième Reich. Donc voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les dire, mais voilà. Donc ces camps d'extermination en Pologne et les camps de concentration étaient un peu partout sur le Reich. Alors, c'est vous qui avez choisi vos mots. Ce que l'on pourrait dire, donc ça pourrait être alors déjà le mot liberté, parce que là ceux qui étaient enfermés sont libérés. Et aussi le mot silence. Il n'y a plus de... Comment dire? Ils savent qu'ils sont libérés, mais il n'y a rien n'est fait, car ils sont, on va dire... comment dire? En très mauvais état, les personnes qui étaient enfermées dans le camp d'Auschwitz. D'autres mots pourraient être aussi cadavres. On sent aussi qu'ils sont entourés de plein de cadavres, ou le mot froid. Donc là, c'est voilà, le contexte de la libération des camps est assez compliqué. Donc Primo Levi, dans son livre Si c'est un homme, il est, donc vous allez voir dans la petite vidéo, c'est un chimiste italien qui est résistant, donc qui est enfermé parce qu'il était résistant, donc témoigne de la vie des camps de concentration. Son livre est publié en 1947. Et il est rédigé tout de suite après la libération du camp d'Auschwitz, et il raconte donc son expérience, son arrestation, la libération du camp aussi, donc par les troupes soviétiques, les Russes. Et donc là, il s'agit donc de cette libération dont il est question dans cet extrait. Il évoque l'état du camp de manière extrêmement pudique, donc il ne va pas dans les détails, et ce camp où les soldats allemands ont fui. Donc ils ont fui craignant l'arrivée des troupes de libération. Donc là, à ce moment-là, ceux qui sont enfermés dans les camps sont livrés à eux-mêmes. Les déportés attendent l'arrivée des Russes sans y croire vraiment.
Donc, comme il l'écrit ailleurs dans son livre, hein, dans le camp, même l'espoir disparaît. Donc d'une façon simple, il donne à voir le camp alors dans un chaos qui est assez indescriptible. On a du mal à s'imaginer hein, comment a été cette libération du camp d'Auschwitz. Donc peut-être que vous avez déjà vu des images assez choquantes hein, des déportés. Là, il n'est pas question de cela, je ne vais pas vous en montrer aujourd'hui les enfants, hein. Mais vraiment essayer de comprendre ce qu'est un camp, ce qu'il devait faire. Hein. Il évoque aussi un moment singulier de la vie quotidienne dans les camps nazis, donc la sélection, où chaque jour, un choix arbitraire est fait par les nazis d'envoyer tel ou tel détenu dans les chambres à gaz. Donc, quand les soldats allemands fuient ce camp, il y a une sorte de, comment dire, ce moment d'angoisse où les déportés étaient choisis au hasard pour mourir, hein, les chambres à gaz, c'est vraiment là où ils étaient enfermés, enfin, nus, et où on leur faisait croire qu'ils allaient prendre leur douche, et en fait, c'était du gaz qui était libéré des tuyauteries. Et voilà, donc qui tuait les personnes qui étaient enfermées dans ces chambres. Donc là, le fait que les Allemands ont disparu, bah, au moins c'est un état de... l'angoisse disparaît aussi avec. Ils ne seront plus tués au hasard. Donc, je vous montre une vidéo sur Primo Levi. Ce livre est l'autobiographie de Primo Levi, né à Turin en 1919. Il se lance dans des études de chimie, mais, en février 1944, il est arrêté comme résistant et envoyé au camp d'Auschwitz où il restera jusqu'à sa libération. Sequestro e un uomo est son premier livre, écrit dans sa langue natale, l'italien. Il libro è nato insieme con le cose, cioè mentre le vivevo sentivo già allora il bisogno di raccontarlo. Io provavo con tale intensità che già allora, quando mi trovavo in mano un pezzo di matita, capitava di rado. Son histoire, celle d'un jeune ingénieur juif antifasciste convaincu, jeté dans un camp de la mort. Prisonnier numéro 174-517 à Auschwitz pendant 10 mois. Ayant fait peu de bruit lors de sa première parution en 1947 en raison de l'envie de la population d'après-guerre d'oublier le passé, ce n'est que 10 ans plus tard qu'il sera reconnu mondialement et traduit dans plusieurs langues, dans le français pour devenir « Si c'est un homme ». Le livre débute par l'arrestation de Lévi et son arrivée au camp. Nu, dépourvu de signes distinctifs, à l'exception du numéro 174-517, qui lui est tatoué, il se rend compte de l'horreur de ce qui se passe autour de lui, dans ce monde brutal et nouveau. Souffrant de faim et de froid, Lévi trouve du réconfort en son ami Alberto, qui apporte l'humanité dans son récit. Parallèlement à cela, le marché noir, le vol, les stratagèmes et les manipulations, bien qu'illégaux, sont présents et presque obligatoires pour survivre, éviter le travail forcé, avoir de quoi se protéger du froid ou obtenir une ration supplémentaire. Lévi intègre un commando créé en chimie qui lui rappelle sa vie d'homme libre. Il pourra survivre à l'hiver. S'ensuit la plus grande sélection qu'il ait connue et dont il ressort vivant. De nombreux bombardements, de plus en plus fréquents, donnent aux nouveaux prisonniers, les gros numéros, l'espoir d'une libération. Mais ce n'est pas le cas de Lévi. En janvier, il est mis en quarantaine à cause d'une scarlatine. Les Allemands fuient le camp avec les prisonniers valides. Il survit jusqu'à la libération du camp par les Soviétiques. Voilà, donc c'était l'explication du livre de Primo Levi, Si c'est un homme. Pour finir donc, la petite leçon
qui est assez courte. Donc, comment s'est exécutée la volonté d'Hitler de détruire les Juifs d'Europe? Hitler a eu la volonté donc d'exterminer les Juifs d'Europe. Dans tous les pays, les Juifs étaient pourchassés, persécutés et déportés dans des camps de concentration ou tués sur place. Après la mort d'Hitler et la défaite militaire des Allemands, les camps ont été libérés. Quand les soldats alliés sont entrés, ils ont découvert la réalité des camps nazis. Donc l'horreur des camps. Et il faut savoir aussi qu'aujourd'hui on peut aller visiter le camp d'Auschwitz, qui est transformé en musée. Moi j'avoue que j'ai eu l'occasion de le faire en terminale, mais je n'y suis pas allée. Donc j'avais des amis qui avaient été une année précédente et c'était assez traumatisant. Mais bon, donc voilà, donc la documentation est quand même assez importante sur cette Seconde Guerre mondiale. Et donc la prochaine fois, là on vient de voir donc, le fait que Hitler avait vraiment une haine des Juifs et voulait absolument les exterminer. La prochaine fois, donc on verra qui a soutenu Hitler en France, mais aussi donc, avec la collaboration, mais aussi ceux qui ont résisté. Voilà, donc ça sera lundi prochain. Voilà. Bon, oui, j'ai eu un petit bug parce que je viens d'apprendre que lundi prochain, vous serez normalement tous en classe. Donc on fera cette séance en classe. Voilà. Donc bon, j'ai hâte de vous retrouver tous à l'école, évidemment. Bonne fin de journée les CM2.